Lorsque j'ai appris que mon mari, Laurent Dubois, avait une liaison et que son fils illégitime allait bientôt entrer à la maternelle, que même le projet d'avoir d'autres enfants avec elle était déjà bien organisé. Si j'ai découvert la vérité aussi tard, c'est uniquement parce que la famille Dubois a été très discrète. Tous se sont ligués pour cacher la vérité durant toutes ces années. J'ai fini par tout savoir parce que cette femme, Élise Martin, était enceinte pour la 2e fois, et Laurent l'accompagnait à la clinique. Quelqu'un a pris une photo de Laurent entrant dans la salle de consultation gynécologique et me l'a envoyée. En recevant la photo, je suis restée figée pendant 2 minutes. La confusion n'a même pas eu le temps d'exploser que la raison l'a déjà étouffée. Après tant d'années dans le monde de l'entreprise, je n'étais plus assez jeune pour réagir par impulsion. Sans comprendre toute l'histoire, je n'ai pas précipité d'interrogation envers Laurent. J'ai dépensé une somme conséquente pour engager un détective. En 2 jours seulement, tout ce que Laurent m'avait caché est devenu limpide. Il y a 4 ans, Laurent a secrètement pris soin d'une jeune diplômée, Élise Martin. Il y a 3 ans, elle y a donné un fils, Paul Dubois. Aujourd'hui, elle est à nouveau enceinte, et cette fois il semble que ce soit des jumeaux. Je comprends maintenant pourquoi, ces dernières années, Madame Dubois, la mère de Laurent, n'insistait plus pour que je donne naissance à un enfant. Je pensais qu'elle avait simplement renoncé en voyant notre âge, mais en réalité, elle était déjà grand-mère depuis longtemps. Après avoir confirmé la liaison de Laurent, j'ai tenté de maîtriser mes émotions, évitant de lui faire une scène immédiate. Ce qui est fait est fait. Peu importe combien je pourrais me quereller avec lui, cela ne changerait rien. Ce que j'avais à présent, c'était réfléchir à comment divorcer tout en préservant au maximum mes intérêts. Dans le monde des adultes, les intérêts passent toujours en premier. Je me suis installée dans un café tranquille, j'y suis restée tout l'après-midi, repensant à nos 15 années de vie commune. En vérité, c'est Laurent qui avait proposé le mode de vie dingue, sans enfant. Qui aurait cru qu'au final, celui qui le regretterait, ce serait lui? Les premières années de notre entreprise, nous partions de zéro, sans réseau, ni soutien familial. Pour arriver là où nous sommes, il a fallu surmonter bien des épreuves. Et pourtant, une fois les difficultés passées, la première chose que Laurent a faite, c'est de chercher une jeune femme pour lui donner des enfants. Quelle ironie! Pendant cet après-midi, j'ai consulté plusieurs avocats. Résultat, comme nous n'avions pas signé de contrat prénuptial ni d'accord matrimonial, même si Laurent est en faute, tant qu'il n'est pas d'accord, il est quasiment impossible de le contraindre à partir sans rien. Cette voie étant fermée, il fallait vite trouver une autre solution. C'est alors que Laurent m'a appelé. Il voulait savoir pourquoi je n'étais pas encore rentrée. Je regarde l'heure, il était déjà plus de 10 heures du soir. Ces dernières années, même si Laurent avait une autre famille, il restait très discret. À part quelques sorties professionnelles tardives, il était toujours de retour avant 10 heures. C'est pourquoi je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit. J'avais oublié qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour avoir une liaison. Quand je suis rentrée, il était presque 11 heures. Laurent était assis sur le canapé à regarder son téléphone. En entendant la porte, il a relevé la tête. À 40 ans passés, Laurent n'a pas pris de ventre, il n'est pas chaud, il a l'air d'un homme mûr, posé et rassurant. Mais je vois bien qu'il a éteint son téléphone instinctivement, le posant face contre terre sur la table basse. Des détails qui ne m'avaient jamais frappé auparavant me sautent maintenant aux yeux. Dès qu'on commence à douter, tout devient suspect. Laurent gardait son visage impassible, s'est approché de moi, a pris mon sac, a souri doucement. « Pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui? Tu es fatigué ?» Je me suis arrêtée un instant, me demandant comment quelqu'un pouvait trahir la confiance sans le moindre remords. Cacher cela pendant 4 ou 5 ans, sans que je ne découvre rien. La psychologie de celui qui dort à mes côtés me glaçait le sang. Sans réaction de ma part, l'expression de Laurent est devenue perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai évité son regard, tenté de rester calme et hoché la tête. « Rien, je suis juste un peu fatiguée. » Après 20 ans de vie commune, Laurent me connaît trop bien, il perçoit le moindre changement. Bien sûr, je ne fais pas exception. Je sais que la photo prise à la maternité n'était pas un hasard, ni une négligence de Laurent. Il n'a plus envie de se cacher comme avant. La société est stable, j'ai traversé avec lui toutes les épreuves du lancement, et maintenant quelqu'un pense pouvoir en profiter? Sur quelle base? Je lui ai répondu vaguement, sans laisser transparaître que je savais déjà tout. Laurent ignore encore que j'ai mené mon enquête sur lui. Il continue à agir comme d'habitude, à ceci près qu'il regarde son téléphone plus souvent. Dans un couple de quarantaine, parfois la routine ressemble à du bonheur, mais il y a toujours quelqu'un qui ne se satisfait jamais de cette tranquillité. En moi, les émotions se bousculent. J'ai envie de le confronter, de me disputer, de gifler Laurent, de lui demander pourquoi il a tout fait ça.
Il m'est même venu l'idée de lui rendre l'appareil en cherchant une autre relation. Mais lorsque la tempête émotionnelle passe, je me trouve étrangère à moi-même et même effrayante. Celui qui trahit la confiance doit en payer les conséquences, mais la condition pour punir n'est pas de se blesser soi-même. Laurent a sérieusement fauté. Je ne deviendrai jamais une personne comme lui. Je savais que je ne pourrais pas faire semblant longtemps, mais transférer les biens demande du temps. Un homme infidèle, c'est comme une feuille de papier froissée et jetée. Sa simple présence est insupportable. 20 ans de sentiments et toutes les épreuves traversées, l'existence d'une troisième personne transforme tout en coup irrécupérable. Ce mariage avec Laurent m'a coûté trop cher. Je ne suis pas aussi lucide que j'en ai l'air. Mais plus je suis sous le choc, plus je reste rationnelle. Laurent a changé, notre mariage aussi. Mais notre entreprise n'a pas encore coulé. Nous sommes trop liés. Toucher à un détail, c'est entraîner tout le reste. Il y a des choses qui ne se règlent pas par un simple divorce. 2e semaine après avoir découvert l'infidélité de Laurent. Il a aussi remarqué mon comportement inhabituel. Ce jour-là, il est resté longtemps devant la porte de mon bureau, puis n'a pas pu s'empêcher de demander « Tu as un problème ?» Même si je me répète que je dois rester rationnelle, je n'arrive plus à partager le lit avec lui. Pour une broutille, je l'ai relégué dans une autre chambre depuis 15 jours. Même ses messages quotidiens, je les ai à peine lus. Il est plutôt suspicieux. Il doit avoir deviné la raison. Mais je ne dis rien, je n'explose pas, et je ne vais pas chercher querelle à cette autre femme. Alors même si les mots lui montaient aux lèvres, il les a ravalés. Je me masse les temposes douloureuses et décide d'être proactive. Récemment, j'ai remarqué des anomalies dans le rapport financier. Quelques dépenses importantes ne correspondent pas. Je connais parfaitement ces dépenses, c'est moi qui les ai faites. Laurent les connaît encore mieux que moi. La femme dehors n'a pas seulement eu un enfant, elle est enceinte une seconde fois. Financièrement, elle est bien soutenue. Un homme comme Laurent, à plus de 40 ans, après avoir réussi en affaires, en a largement les moyens. Laurent est resté figé. J'ai vu sa main droite se crisper. Mais quelques secondes plus tard, il a repris son calme. C'est moi qui ai dépensé. Je lève la tête et le regarde dans les yeux. Il évite mon regard, explique. Ces 2 dernières années, j'ai fait quelques petits placements avec Sébastien. Je ne voulais pas t'inquiéter, alors je n'en ai pas parlé. Sébastien est son enfant d'enfance, celui qui couvrirait tout pour lui. Je n'ai pas demandé dans quoi il avait investi, et Laurent n'a pas donné plus de détails. Il a fermé la porte et sorti. Il sait que j'ai découvert son histoire, mais il n'a pas paniqué. On dirait qu'il est certain que j'accepterai la situation. Ou plutôt, même si je n'accepte pas, que puis-je faire ? Si je divorçais maintenant, ne serait-ce pas lui faciliter la vie ? Il garderait l'argent, la famille resterait intacte. Il aurait enfants et confort. Moi, après de 40 ans, je me retrouverais seule. Mais continuer ce mariage avec quelqu'un comme lui n'a plus aucun sens. Je sens de plus en plus que je ne peux pas supporter Laurent Dubois dans le rôle de mari, mais le transfert des biens n'est pas encore terminé. Nous continuons la guerre froide. Peut-être qu'il attend que je change d'avis ou que je prenne l'initiative de demander le divorce. Mais quoi qu'il arrive, je ne lui faciliterai pas les choses. Le 20e jour après la découverte de son infidélité, j'ai croisé la femme que Laurent entretient. Elle avait sûrement appris quelque chose de lui car elle a provoqué une rencontre fortuite au café que je fréquente. Même la place qu'elle a choisie était celle près de la fenêtre, là où j'ai mes habitudes. Avant cela, l'enquêteur que j'ai engagé m'avait déjà envoyé des photos et des vidéos d'elle. Il n'a suffi que d'un coup d'œil pour la reconnaître. Elle est très jeune, sûrement 25 ou 26 ans. Ses vêtements et sacs sont de grandes marques. Laurent la protège tellement bien qu'elle garde encore sa fraîcheur, son énergie, même son regard reste un peu naïf. Je me suis soudain souvenu de mes 25 ans. À l'époque, Laurent et moi venions de nous marier. Nous vivions dans un petit appartement loué avec un maigre salaire. Mes vêtements s'usaient à force d'être portés. Dans ces années-là, nous économisions sou à sou pour lancer notre entreprise. Quand l'émotion montait, Laurent m'avait juré qu'il ne me trahirait jamais. À cette époque, il était probablement sincère. Mais malheureusement, la sincérité ne résiste pas à l'épreuve du temps. J'ai fait semblant de ne pas la reconnaître. J'ai commandé mon café habituel et me suis assise à ma table habituelle. Je m'étais installée à la table habituelle, tournée à peine de biais. Je ne lui ai même pas jeté un regard, mais j'avais sous-estimé sa détermination. Elle a tiré sa chaise pour s'asseoir juste en face de moi, avec un sourire provocateur. « Bonjour, Madame Dubois. » Évidemment, elle savait parfaitement qui j'étais. Elle n'était pas devenue la 3e par hasard, c'était un choix. Et maintenant, elle voulait me défier, revendiquer son statut de maîtresse ? C'est risible.
Ignore-t-elle que la moitié de ce qu'elle utilise, mange ou achète m'appartient. Je sirote mon café, jette un coup d'œil à son ventre légèrement arrondi. Et vous, vous êtes qui? Elle n'ose pas reconnaître son véritable rôle. Gênée, elle invente un prétexte ridicule pour expliquer comment elle me connaît. Je reste silencieuse, la fixe d'un regard ironique. Je veux qu'elle comprenne, ces petits jeux, je les vois tous. Une personne qui vit au crochet d'autrui ne tiendra jamais longtemps face à la tempête. Moins d'une minute plus tard, elle s'est empressée de partir, le trouble bien visible. En voyant son dos fuyant, je suis prise d'un pincement au cœur, pas seulement pour elle mais pour ce monde entier. Jeune, pleine d'énergie, capable de tout. Pourquoi se réduire à devenir un outil pour quelqu'un d'autre? Pour cette histoire, peu m'importe si Laurent est au courant ou non. Que la femme qui l'entretient ait tenté de me rencontrer, c'est son problème à lui. J'ai décidé d'intégrer le divorce dans mon plan. Je n'ai pas eu le temps de passer à l'action que j'ai reçu une série de messages de mes amis. Elles m'ont envoyé des captures d'écran des publications vantardes de cette femme sur les réseaux sociaux. En soi, rien d'inhabituel, mais aujourd'hui, une amie m'a prévenue. Elle te provoque, fais attention. On a tous des amies loyales. J'ai demandé à une d'elles d'ajouter cette femme sur les réseaux. Désormais, je suivrai tous ses mouvements. J'ouvre la dernière capture d'écran, son dernier post. L'image montre un enfant qui rit aux éclats, accompagné de quelques mots. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Toute sa vie de labeur, et au final, tout appartiendra à mon enfant. Ah, j'avais failli oublier. Elle a un enfant, pas moi. Même si son fils avec Laurent est un enfant illégitime, il a tout de même des droits dans la succession. Quelle injustice ce monde! Je regarde le projet de convention de divorce. Quoi que je fasse, je n'obtiendrai que 70% des biens. Les 30% restants, avec les bénéfices annuels de l'entreprise, suffiront à faire vivre la famille Dubois dans l'aisance pendant des générations. Merci à son poste, il m'a fait réaliser que c'est bien trop généreux pour eux. Tout ce que j'ai construit au prix de tant d'efforts, personne n'y touchera sans ma permission. 1 mois de guerre froide s'est écoulé. Laurent a commencé à tout essayer pour se réconcilier. Il pensait que si j'avais tenu aussi longtemps sans exploser, je finirais par lui pardonner, comme les fois précédentes. Il s'est trompé. Complètement. Non seulement il n'a pas obtenu mon pardon, mais il a reçu un torrent d'invectives. J'ai déchiré son masque d'hypocrisie et utilisé les mots les plus durs dont j'étais capable. Son visage calme s'est fissuré à chaque phrase. Il a même osé me reprocher « Camille, tu n'es rien d'autre qu'une femme amère. » Amère? Je souris froidement et le regarde comme un objet sans valeur. J'accepte d'être ainsi. Mais toi, Laurent, es-tu capable de te considérer comme un marionnette? Son visage est devenu livide. 1 mois de calme lui avait fait croire que je capitulerais. Il pensait que, vieillissante, sans enfant et cofondatrice de l'entreprise, si je partais, je ne pourrais pas survivre seule. Voilà pourquoi il était si sûr de lui. Après 20 ans de vie commune, je croyais qu'il me connaissait, mais non, je l'avais surestimé. Ces disputes à sens unique a duré 3 heures. À la fin, Laurent a claqué la porte et s'est exclamé « Je vais réfléchir à notre mariage. » Pff, il n'en vaut pas la peine. Nous avons fondé cette entreprise ensemble. Personne ne la connaît mieux que nous deux. Peut-être même que je la comprends mieux que lui. Depuis cette dispute, Laurent n'est plus rentré. Il est parti vivre ouvertement avec cette femme. Et moi, je me suis concentrée sur la société. Je savais que l'entreprise ne pouvait pas s'effondrer trop vite, non pas parce que j'avais encore de l'affection pour Laurent, mais parce que les 2 jumeaux dans le ventre de cette femme n'étaient pas encore nés. Elle avait encore le choix pour son avenir. Mais cela ne devait pas arriver. 2 vies, c'est tout un foyer que je voulais confronter à la difficulté. 9 jours après le départ de Laurent, sa mère est venue me voir. Cette femme m'a traité durement toute ma vie simplement parce que je n'avais pas d'enfant. Maintenant, elle s'est installée dans le salon, avec un faux sourire, me reprochant de ne pas m'entendre avec Laurent. Sa garde-robe, ses dépenses, tout était financé par Laurent et moi, et pourtant, elle attribuait tout à l'habileté de son fils. Même la liaison de Laurent, pour elle, semblait être une fierté. Je l'ai regardée froidement, sans même lui répondre. Après quelques phrases douces, elle s'est impatientée. Elle a dit « Camille, écoute ta mère, Laurent ne veut pas divorcer. Adopte donc cet enfant. À 2-3 ans, il ne sait rien. Celui qui s'en occupe devient son parent. Plus tard, il s'occupera de toi. Alors pourquoi hésiter ?» C'est bon, j'ai compris Nongre. J'ai coupé court et ouvert la porte. Si c'est tout, vous pouvez partir. Son visage s'est assombri.
Ses yeux troubles m'ont fixé longtemps, puis elle a souri d'un air mauvais. « Camille, tu as presque 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Crois-tu que tu peux encore en avoir ? Réfléchis bien. Si tu divorces, qui voudra encore de toi ? Dans sa vision rétrograde, une femme ne vaut que si un homme la désire. » Mon regard s'est posé sur son bracelet en or, puis sur son visage ridé et arrogant. J'ai répondu calmement « Le comportement de Laurent est une trahison du mariage. Si nous divorçons et que j'engage une procédure, je peux parfaitement le laisser partir sans rien. » Son visage a changé du tout au tout. Ses yeux se sont écartelés. Sa voix a monté d'un ton. « Impossible. Laurent me l'a dit depuis longtemps. Même en cas de divorce, tu n'auras que la moitié. » Bien sûr, Laurent avait consulté un avocat. Dès qu'il a eu une liaison, il a envisagé le divorce à maintes reprises. Elle a compris qu'elle avait trop parlé, changé d'attitude, mais gardé son arrogance. « Camille, vous vous aimez. Vous ne pouvez pas divorcer. Si tu divorces, Laurent s'en sortira, mais toi, tu seras la risée de tout le monde. » Depuis ce jour, Laurent Dubois et moi avons cessé tout contact. Notre mariage n'existait plus que sur le papier. Il vivait avec Élise Martin, de plus en plus ouvertement, persuadé que je ne pouvais rien faire. Laurent allait jusqu'à publier des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Famille et amis ont commencé à me conseiller. Sois patiente, tout s'arrangera. Pour un homme qui a réussi, avoir une liaison, c'est normal tant qu'il rentre à la maison. Mes amis dans le monde des affaires, eux, me recommandent de divorcer. Certains ajoutent « Tu peux encore avoir un enfant, pense à la médecine moderne. » Ces paroles me laissaient totalement seule. On dirait que dans cette société, la réussite d'un homme justifie toutes ses aventures. J'ai décidé d'ignorer ces consolations. Je n'avais pas de temps libre. Je cherchais activement le point faible de notre entreprise. Ma façon d'agir inquiétait ma meilleure amie, Sophie Moreau. Elle m'a conseillé « Essaie de récupérer le maximum d'actifs. Si la société fait faillite, toutes tes années de travail seront perdues. » J'ai répondu franchement « Je me souviens trop bien des débuts. Je ne laisserai personne profiter de mes efforts. » Sophie reste silencieuse avant de me féliciter. « Tu es vraiment admirable, un exemple pour toutes les générations. » Au fil des années, j'ai tissé un réseau solide dans le métier. Même en cas d'échec, j'aurai le courage de tout recommencer. Quand Élise Martin était enceinte de 27 semaines, notre société a affronté sa première crise majeure. Au début, Laurent n'était pas trop inquiet, mais voyant que je ne m'occupais pas du problème, la situation a empiré. Il a fini par paniquer. Il a alors cessé toute froideur et m'a appelé pour discuter de solutions. Toutes ces années, nous avions pris ensemble les décisions importantes. Cette dépendance que j'avais nourrie chez Laurent était devenue un réflexe, l'empêchant d'agir seul. C'est là qu'il a compris que je bloquais tous ses moyens de communication. Ne me trouvant pas, il s'est tourné vers mes proches pour obtenir de l'aide. Finalement, à court de ressources, il m'a attendu devant les propriétés communes. Pour ne pas révéler trop vite mon changement, je l'ai fait attendre longtemps avant de lui accorder mon aide. « Sophie Harry, tu sais vraiment comment rendre quelqu'un désespéré ?» J'ai répondu « Laisser espérer, puis tout retirer, c'est la pire des punitions. » La crise provenait d'une cargaison bloquée en douane. Les indemnités de retard ont coûté cher à la société. Dès lors, Laurent n'avait plus d'énergie pour Élise, ni pour les moments familiaux. Je ne sais pas s'il me soupçonnait, mais cela m'était égal. Après avoir géré cette crise, Laurent a recommencé à rentrer à l'heure, cherchant à se réconcilier. Mais dès qu'il revenait, je n'étais plus là. Je changeais régulièrement de logement, parfois à l'hôtel. Il ne pouvait pas me joindre ni me trouver. En plus, Laurent n'avait pas le temps de me chercher, car une deuxième crise éclatait, cette fois liée aux impôts, bien plus grave. Sans une bonne gestion, nous risquions des poursuites judiciaires. J'ai gardé mon sang-froid. Pour quelqu'un qui avait changé comme Laurent, aucun sacrifice ne valait la peine. Après le problème fiscal, d'autres soucis se sont succédés. Des rivaux, voyant notre faiblesse, ont vite profité de l'occasion. Cela a accéléré la faillite, exactement comme je l'avais prévu. Voir Laurent épuisé et débordé ne m'a pas rendue heureuse ni triste. En quelques mois, il ne pouvait pas imaginer que tous ces revers étaient orchestrés par moi. Parfois, pour que le prix soit juste, j'acceptais d'en payer moi-même une partie. Aucune entreprise, aussi solide soit-elle, ne résiste à une succession de chocs. Le jour où la société a officiellement déclaré faillite, Laurent était père de 3 enfants. Élise venait de lui donner des jumeaux, mais à présent, non seulement son compte était à sec, mais il croulait sous les dettes. On dit qu'Élise avait perdu toute assurance. Pendant sa convalescence, elle pleurait chaque jour, absente des réseaux depuis longtemps. Les enfants étaient là, impossible de revenir en arrière. Mais tout n'était pas terminé.
Quand Laurent désemparé a vu ses cheveux blanchir, j'ai déposé plainte pour récupérer tous les biens qu'il avait dépensés pour Élise. Nous n'étions pas encore divorcés. Ces dépenses étaient des biens communs. C'est pour cela que je n'avais pas demandé le divorce plus tôt. Chaque euro dépensé, j'allais le récupérer. On dit qu'en recevant la convocation, Élise s'est évanouie à l'hôpital. Toutes ses ambitions, au final, ne valaient rien. À la fin, elle a tout perdu, l'homme et les biens, incapable d'encaisser le choc. Quand Laurent a épuisé tous les moyens pour me voir, j'étais chez Sophie. Tous nos biens communs étaient gelés. Nous portions des dettes importantes et les appels d'huissier étaient incessants. Nous n'étions plus jeunes. Laurent savait que si nous ne redressions pas la situation, jamais nous ne retrouverions notre vie d'avant. Cette fois, il est venu me supplier de retirer ma plainte contre Élise. Laurent a baissé la tête, incapable de me regarder. Il n'avait plus la moindre assurance qu'il affichait autrefois. « Camille, elle vient d'accoucher. Elle n'a pas encore retrouvé la santé. Tu pourrais retirer ta plainte? Si tu n'as rien à dire, tais-toi. » Et je coupais froidement, sans lui laisser d'issue. « Laurent, quand tu dépensais de l'argent, t'es-tu jamais demandé? La moitié de cet argent m'appartient et je récupérerai chaque centime. » Bien sûr, Laurent n'y avait jamais pensé. Laurent n'a jamais pensé que je pourrais être aussi déterminée. Pour lui, le pire scénario était que je demande le divorce et coupe tous les liens. Il s'imaginait peut-être qu'il serait triste un moment, regrettant 20 années de vie commune, puis qu'il retrouverait le bonheur, la réussite, une famille comblée. Arrivé à ce stade, Laurent voulait encore se justifier. Ses yeux rouges me fixent. « Camille, je n'ai pas eu le choix, vraiment aucun. À l'époque, ma mère m'a poussée au bord de la folie. » Je le regarde, cheveux blanchis, visage ridé. Soudain, je lui demande « Laurent, tu te souviens de ces années où on nous poussait à avoir un enfant ?» Sa bouche tremble, il finit par murmurer « Je m'en souviens. » À cette époque, ma belle-mère est restée chez nous un temps. Elle pensait que si nous n'avions pas d'enfants, c'était forcément à cause d'un problème et soupçonnait ma santé. Pour elle, si nous ne voulions pas d'enfants, c'était parce que je n'en étais pas capable. Chaque jour, elle m'obligeait à aller à l'hôpital, apportait des décoctions douteuses et me les faisait boire comme remède traditionnel. À ce moment-là, Laurent et moi venons de lancer notre entreprise. Chaque jour était un défi. Nous n'avions plus la force de nous occuper d'elle. Finalement, épuisé, Laurent a falsifié un résultat médical, affirmant que l'absence d'enfant venait de lui. Je me rappelle encore l'expression stupéfaite de ma belle-mère, ses mains tremblantes tenant le papier. Ce jour-là, il savait me protéger. Et aujourd'hui, il me fait souffrir autant. En réalité, lorsque notre entreprise a réussi, j'avais 33 ans. Si Laurent avait voulu un enfant, j'aurais pu le comprendre. Au début, nous étions trop pauvres, même manger à notre faim était difficile. Avoir un enfant aurait tout compliqué. Mais à 33 ans, nous avions les moyens. S'il en avait envie, pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Que ce soit pour soif de nouveauté ou pour une expérience différente, à ce stade, il n'y a plus rien à dire. Je ne veux plus entendre d'excuses. Avec Sophie, j'ai raccompagné Laurent hors de chez moi. Peut-être inquiet pour les droits de succession de son enfant, Laurent Dubois avait fait réaliser un test ADN pour confirmer la paternité. Ce rapport est aujourd'hui une pièce maîtresse dans la procédure de divorce. Une semaine après la faillite de la société, j'ai officiellement déposé la demande de divorce au tribunal. Si je n'en ai pas parlé à Laurent avant, c'est parce que je savais qu'il refuserait. Nous sommes tous deux criblés de dettes. Quand tout allait bien, Laurent cherchait le bonheur ailleurs. Dans l'adversité, pourquoi lâcherait-il facilement prise? Mais il existe encore des gens qui défendent la justice. Sophie m'a raconté qu'en recevant la convocation du tribunal, Laurent était plus désemparé qu'Élise. « Tu n'imagines pas, dit Sophie allongée sur le canapé en riant. Ta belle-mère disait à Laurent de ne pas s'inquiéter, que jamais tu n'oserais divorcer. D'où lui vient cette assurance? Elle pense que son fils est un trésor. » J'ai aussi souri. Je savais qu'elle était bornée, mais à ce point-là. Le tribunal a pourtant remis la convocation en main propre à Laurent, mais elle croit encore à un stratagème de ma part. Sophie a repensé à Élise. « Tu crois qu'elle va quitter Laurent cette fois ?» « J'en suis sûre, ai-je répondu. Ceux qui ont goûté à une vie facile ne supportent jamais l'adversité. Sophie a fait la moue. 3 enfants, et elle ne s'en soucie pas? Je n'ai pas d'enfants. Sophie non plus. Sur la maternité, nous n'avons pas d'avis. Les biens récupérés au procès ne suffisaient à couvrir qu'une petite partie de la dette, loin du compte. Chaque jour, je recevais des appels d'huissiers, parfois des appels de Laurent, qui changeaient sans cesse de numéro. Généralement, dès que j'entendais sa voix, je raccrochais aussitôt.
mais parfois je n'y échappais pas, et ses paroles me rappelaient à quel point il était maladroit. Laurent disait « Camille, tu as fait couler la société juste pour que je revienne, n'est-ce pas? Maintenant je veux rentrer à la maison, qu'on vive heureux ensemble. Et encore, je vais laisser Élise, confier les enfants à mes parents, on ne sera plus dérangés. Je sais que j'ai eu tort, Camille, ça fait presque 20 ans qu'on est ensemble, tu ne pourrais pas me donner une dernière chance ?» Laurent sait calculer. Laisser partir Élise, c'est juste vouloir recommencer avec moi. Au début, j'ai réagi vivement. Puis, j'ai fini par ignorer ses paroles, les laissant glisser sans réponse. Sophie n'en pouvait plus. C'est absurde. Comment peut-on croire qu'il suffit de revenir pour que tout soit réglé? En effet, je ne suis pas là pour ramasser les morceaux. Pour priver Laurent de toute tranquillité, j'ai renoncé à l'entreprise. Comment pourrais-je le reprendre? Tout ce que j'ai sacrifié vaut bien mieux que ce qu'il m'a offert. Après la faillite, dans les nuits d'insomnie, j'ai beaucoup réfléchi. Si j'avais été plus faible, moins rancunière, comme ces héroïnes dignes et philosophiques de romans, alors le dénouement aurait été simple. Divorce, partage des biens. Chacun vivrait sa vie, lui goûterait au bonheur. Peut-être j'aurais imaginé Laurent, une fois divorcé, me regrettant, découvrant que j'étais la femme de sa vie et passant le reste de ses jours dans le remords. Mais la réalité est autre. Laurent n'a jamais cru à l'amour éternel. Le simple fait de rechercher sans cesse la nouveauté prouve que la personne qu'il aime le plus est juste celle qui lui apporte la prochaine expérience. L'opportuniste ne regrette jamais le passé. Il se sent juste soulagé d'en être libéré. J'ai connu Laurent jeune. J'ai vu toutes ses blessures d'échec. La femme venue après n'a connu que sa réussite. Maintenant, ce n'est qu'en perdant ce qu'il chérissait le plus, fortune et réputation, que Laurent goûtera au vrai regret. Ce sentiment le hantera toute sa vie. Les preuves de la liaison de Laurent sont irréfutables. Même s'il ne le veut pas, le tribunal n'a d'autre choix que de mettre fin à notre mariage. En quittant le tribunal, j'aperçus Laurent, la tête enfouie dans ses bras, pleurant silencieusement. La cinquantaine, la faillite, les dettes accumulées, les parents vieillissants, les enfants en bas âge, une montagne de responsabilités écrasantes. J'ai passé la moitié de ma vie aux côtés de cet homme. Il y eut des moments heureux, mais comparés aux difficultés traversées, les instants doux n'étaient qu'une goutte d'eau. Je détournai le regard et poursuivis ma route. Devant le portail du tribunal, je vis Madame Dubois et Élise. Elles portaient 2 enfants dans leurs bras, l'air épuisé. La distance entre elles semblait immense, comme si la relation belle-mère-belle-fille était irrémédiablement compromise. C'est étrange. Madame Dubois, qui jadis rêvait d'avoir un petit-fils, se retrouve aujourd'hui face à celle qui lui en a donné 3. En quelques mois d'absence, Madame Dubois semblait avoir vieilli de 10 ans. Sa chevelure, autrefois teinte en noir, était maintenant largement blanchie. Les bijoux d'or à ses oreilles et à son cou avaient disparu. Ses vêtements, autrefois impeccables, étaient froissés. Élise n'était pas mieux. Visage creusé, cernes prononcées, cheveux ébouriffés. On aurait dit que, depuis la faillite, personne ne vivait vraiment bien. Madame Dubois, avec son regard perçant, m'aperçut de loin. Elle laissa tomber l'enfant qu'elle tenait, accourut vers moi en marmonnant des reproches. Je n'étais pas intimidée. J'allais lui répondre quand, au loin, Sophie, avec ses grandes lunettes de soleil, s'approcha. Elle agita la main. « Camille, viens, il nous reste à régler tes dettes. » En entendant cela, Madame Dubois lança un regard furieux, ses yeux semblant sortir de leurs orbites. Durant ma vie commune avec Laurent, elle avait souvent fait face aux créanciers. Je partis avec Sophie, laissant derrière moi les murmures de Madame Dubois. Peu importe. Qui s'en soucie? Auparavant, trop absorbée par le travail, je refusais toutes ces invitations. Mais cette fois, j'avais tout mon temps. Sophie, riche héritière mais indifférente à la célébrité, n'est pas douée pour les affaires, mais pour profiter de la vie, c'est une experte. Nous avons sillonné le pays pendant 6 mois, ne rentrant qu'à l'approche du Nouvel An.
Sophie a de nombreux amis dans le milieu. Après ce long voyage, elle ne pouvait manquer d'organiser des soirées auxquelles j'ai participé. Sans m'y attendre, j'ai croisé Laurent lors d'une de ces réunions. Je l'ai vu, humble, tête baissée, devant un homme corpulent, affichant un faux sourire poli. Je reconnus cet homme. Autrefois, il était fournisseur de notre entreprise. À l'époque, il était jovial, toujours souriant, comme un Bouddha rieur. Maintenant, il semblait dur, dominateur. Je me souviens, Laurent ne l'aimait pas, le trouvant trop rusé, pas assez sincère. Je n'entendis pas leur conversation, mais je vis Laurent s'incliner encore plus bas. Finalement, l'homme le repoussa, ajusta sa veste et s'éloigna d'un pas assuré. On devinait que la carrière de Laurent ne brillait plus. Il devait s'humilier devant ceux qu'il méprisait autrefois. Pour lui, cela devait être insupportable. Moi, j'étais sereine. Ce résultat, je l'avais obtenu par moi-même. Laurent resta figé, ramassa quelque chose au sol, puis partit sans se retourner, ignorant ma présence. Ne pas m'être précipité dans une nouvelle start-up était sûrement une bonne décision. Le monde des affaires reste le même. On y croise toujours les anciennes connaissances, partenaires, adversaires, et ceux qui, après la faillite, ont vu la frontière entre amis et ennemis s'estomper. En revenant dans la pièce, j'ai vu Sophie discuter avec ses amis. Elle m'appela d'un geste. À peine assise, elle me dit « J'entendais dire que la femme que ton ex-mari protégeait est partie, mais elle est revenue peu après. » Indicible, étonnée, je demande « Elle était partie? Pourquoi revenir? Sans doute à cause des enfants ?» L'amie de Sophie rit et explique « Non, c'est Madame Dubois. Elle est si puissante qu'elle a envoyé les 3 enfants chez la mère d'Élise. Elle n'a pas eu le choix, elle a dû revenir. » Vraiment un dénouement inattendu et complet. L'année où ma carrière a repris son cours, c'était 2 ans après mon divorce avec Laurent. J'avais alors 39 ans. Étrangement, Laurent travaillait dur depuis 2 ans, mais rien n'avançait. D'une façon ou d'une autre, il a appris l'existence de ma nouvelle entreprise. Madame Dubois venait régulièrement devant mes bureaux pour faire du tapage. Âgée, la police ne pouvait rien, les gardiens n'osaient intervenir. Ne trouvant aucun défaut chez moi, elle se contentait de répéter « une femme vieille sans enfant, celle qui porte malheur, divorce et faillite ». Ces paroles ne m'atteignaient pas. Elle n'était qu'un personnage burlesque dans ma vie. Mais ces agissements ont exaspéré ma mère. Ma mère, institutrice, femme droite et cultivée, ne m'a jamais reproché mon retour après divorce et faillite. Mais apprenant que Madame Dubois venait m'insulter au travail, elle a pour la première fois mis de côté son calme et l'a affronté. Une intellectuelle dans une dispute garde un net avantage. Quoi que dise Madame Dubois, elle ne put emporter sur ma mère. Après quelques jours, furieuse, elle dut appeler une ambulance et ne revint plus jamais. Ma vie retrouva le calme. Ma mère ne parla plus de mariage. À 40 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui me convenait. Cette même année, Sophie, qui jurait que le mariage était le tombeau des femmes et voulait rester une princesse célibataire, trouva aussi son grand amour. Nous avions toutes deux un avenir prometteur. Histoire annexe de Laurent. Lorsque Camille et moi étions mariés depuis 10 ans, notre entreprise commune commença enfin à prospérer. Ma mère me poussait sans cesse à faire des examens médicaux, préparant chaque jour des décoctions traditionnelles. Je ne voulais pas les boire, mais chaque refus s'accompagnait d'un rappel sur les sacrifices faits pour m'élever. Elle répétait « Vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez gagner tout l'argent du monde, à quoi bon? Qui s'occupera de vous plus tard ?» Au début, je ne prêtais pas attention. Mon éducation m'avait appris qu'on n'a pas besoin d'enfants pour donner un sens à la vie. C'est pourquoi, lors des années les plus dures, j'avais parlé à Camille d'une vie sans enfants. Je pensais qu'elle hésiterait, mais elle avait accepté sans tarder, ajoutant « Si c'est juste pour transmettre des difficultés, alors ne pas avoir d'enfants est un acte de bonté. » Finalement, Camille, elle aussi, ne voulait pas d'enfants. L'entrepreneuriat était vraiment pénible. Plus d'une fois, j'ai voulu abandonner, mais Camille m'a toujours soutenu. Elle disait « Peu importe ce qu'on fait, il faut en baver, il n'y a pas de raccourci. » Heureusement, nous avons réussi. Mais une fois le succès au rendez-vous, l'idée d'avoir un enfant prenait un autre sens, surtout sous la pression de ma mère. Elle disait vrai, sans enfant, notre héritage finirait entre les mains d'autrui. Il n'était pas rare que la famille propose de faire venir leurs enfants chez nous. J'ai commencé à regretter notre choix de vie sans enfants, mais je ne savais pas comment en parler à Camille, trop absorbée par sa carrière pour envisager la maternité. Finalement, je n'ai pas résisté à la tentation extérieure. Mon ami Sacha m'a présenté une étudiante de 21 ans, à la peau de perche, que j'ai tout de suite appréciée. Je n'ai pas osé franchir la ligne, ne voulant pas perdre Camille. Sacha m'a conseillé
On n'a pas à choisir entre la vie conjugale et la passion. D'autres amis ont ajouté « Qui n'a pas un ou une confidente, tant que la femme ne sait rien ?» Peu à peu, j'ai baissé la garde et un enfant est arrivé. Ma mère était ravie, serrant le petit dans ses bras, mais elle n'a pas manqué de reprocher à Camille sa froideur. Ma mère disait que Camille n'était pas incapable d'avoir des enfants et elle me rendait responsable. Je n'ai rien dit, j'ai toujours assumé la faute pour protéger Camille des reproches. Après la naissance de mon enfant, j'ai souvent pensé à ce qui arriverait si Camille découvrait la vérité. À chaque fois, une douleur sourde me traversait le cœur. Elle m'avait soutenu à travers toutes les épreuves, je ne voulais pas la perdre. C'est pourquoi, avec l'aide de mes parents et de nos amis proches, j'ai tout fait pour garder le secret. Avec le temps, la culpabilité s'est peu à peu estompée. Camille me faisait vraiment confiance. Notre fils avait déjà 2 ans et elle ne se doutait de rien. Un jour, je n'ai plus voulu cacher la vérité. Notre entreprise valait alors des centaines de millions d'euros. Même si Camille apprenait tout et décidait de divorcer, je garderais la majeure partie des biens. Honnêtement, je croyais que Camille n'oserait pas divorcer. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'était plus très jeune. Avoir un enfant maintenant serait difficile. Je pensais que, si Camille acceptait la situation, notre fils pourrait s'occuper d'elle plus tard. Si elle refusait, alors nous divorcerions. Chacun suivrait sa route, chacun trouverait son bonheur. Peut-être que je regretterais notre jeunesse et ce mariage. Après tout, nous nous étions aimés profondément. Mais le temps change tout. Camille a découvert la vérité. Elle n'a rien dit, n'a pas fait d'esclandre. Elle a simplement trouvé des excuses pour m'envoyer dormir dans le salon. Je pensais qu'elle avait peur de voir tout s'écrouler, qu'elle finirait par me pardonner. Mais bientôt, elle s'est mise en colère, m'a lancé des paroles tranchantes et douloureuses. Je me suis agacé, lui reprochant d'être trop dur, lui demandant de se calmer, puis j'ai quitté la maison. Jamais je n'aurais cru qu'elle irait aussi loin. Elle a préféré se sacrifier elle-même juste pour que je ressente la perte. Elle n'a pas parlé de divorce, mais l'entreprise a commencé à traverser crise après crise, jusqu'à finir en faillite. Je savais qu'elle y était pour quelque chose, mais même en colère, je ne pouvais lui en vouloir. L'entreprise, c'était l'œuvre de nous deux, mais celui qui avait trahi la confiance, c'était moi. J'avais bien envisagé les conséquences, mais jamais je n'aurais pensé qu'elles seraient aussi radicales. Aujourd'hui, je regrette tout. Bien plus de perdre mon enfant, je crains de devoir revivre les jours difficiles d'autrefois. Mais Camille, elle n'a peur de rien. C'est vrai, elle a surmonté toutes les épreuves, elle n'a jamais craint la souffrance. Celui qui a peur des difficultés, du début à la fin, ce fut toujours moi. Si elle était restée à mes côtés, sans doute n'aurais jamais eu peur. Mais je le sais désormais. À partir de maintenant, elle ne sera plus jamais là pour moi.